Bon bah bonjour à tous, c'est très très impressionnant d'être sur une grande scène devant vous comme ça, c'est pas à mon habitude. Donc oui, je me présente, moi je m'appelle Olivier Dury, je suis psychologue clinicien et je travaille essentiellement avec des enfants et adolescents sur la question en fait de l'usage des nouvelles technologies et particulièrement des jeux vidéo, d'internet et tout ça, de leur impact qu'ils peuvent avoir sur le développement et également en fait de comment s'en servir pour pouvoir finalement en trouver un bénéfice thérapeutique. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je fais de la médiation par le jeu vidéo ou de la médiation par internet aussi et j'ai même fait ma thèse sur l'utilisation des robots comme outil de médiation thérapeutique auprès des enfants autistes. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je viens aujourd'hui surtout en tant que aussi membre de l'association 36912 qui a été créée par Serge Tisseron en 2008. Et en fait, le but de cette association, c'est d'intervenir un petit peu partout dans le monde, alors principalement en France, mais aussi en Europe et en dehors, pour pouvoir faire une campagne d'information et de prévention sur la question des impacts que les écrans peuvent avoir sur le développement et également de pouvoir essayer d'avoir des fois des impacts un peu plus politiques sur la question. Ici, moi, ce qui me paraît important déjà de vous expliquer un petit peu quand on cherche à parler de la question des écrans, c'est déjà que ça sert à rien de tomber dans un discours qui va être trop guidé par les émotions. Le but, ça va être de se renseigner un petit peu sur ce que les études disent actuellement. Quand je parle de discours porté sur les émotions, je veux dire que on voit beaucoup aujourd'hui encore de discours anti-écran, très alarmistes, très anxiogènes, certains qui vont vous dire des choses assez absurdes. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, comme quoi une surexposition aux écrans pouvait avoir un risque de troubles autistiques chez les jeunes surexposés. Donc ça déjà on va le poser, c'est des conneries. Voilà. Et du coup en fait le but c'est d'essayer d'avoir vraiment un discours objectif en se basant sur ce que les études scientifiques disent actuellement. Et ça c'est vraiment important. Par exemple, premier point qui est essentiel, les études qui vont parler de la question de la surexposition des écrans par rapport aux enfants et des impacts que ça peut avoir sur le développement sont des études qui vont parler de corrélation et non de causalité. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça va nous dire que finalement, c'est un peu compliqué de dire qu'il y a officiellement des impacts avérés. Souvent, en fait, on va voir qu'il y a des corrélations et donc que ça va ensemble et peut-être qu'il y a d'autres choses à creuser un peu derrière. Autre point aussi, du coup, c'est de bien comprendre un truc. C'est que ici, on n'est pas là pour diaboliser les écrans. On va pas être là non plus pour les idéaliser. On va voir que de toute façon, ce genre de discours qui sont pro ou anti sont des discours généralement pas très neutres et du coup assez éloignés de ce que on va voir aujourd'hui dans le champ scientifique. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un juste milieu entre ces discours-là pour essayer de comprendre un petit peu quels impacts les écrans vont avoir. Autre point aussi qui me paraît important, au début, c'est de bien faire comprendre que les écrans avec un grand Z, ça n'existe pas, que quand on se renseigne sur la question de l'usage des écrans, de l'impact des écrans, et ben en fait, il faut beaucoup plus s'intéresser à quel type d'écran et quel type d'usage. C'est pas la même chose d'être sur un jeu vidéo que d'être sur un réseau social. C'est pas la même chose de regarder un dessin animé que de regarder les infos à la télé, enfin voilà, toutes ces choses-là en fait. Et il faut toujours s'intéresser en fait à quel type d'écran, quel type d'usage, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on regarde et quel contenu. Et ça, c'est vraiment très important. Si on veut le faire un peu de manière rapide, je sais on m'a demandé de passer assez rapidement sur la question de la petite enfance pour plutôt se centrer sur l'adolescence, mais c'est quand même important pour moi de parler un petit peu de la petite enfance parce que c'est là où on va retrouver le plus d'études sur la question de la surexposition aux écrans. Déjà, on se rend compte qu'actuellement, ce qui est important, c'est de faire quand même une distinction entre deux types d'écrans, surtout, que sont les écrans interactifs et les écrans non interactifs. Pour faire simple, un écran interactif, c'est un écran face auquel vous êtes actif. Ça veut dire que lorsque vous touchez l'écran, vous pouvez avoir un impact sur l'univers que l'écran vous propose. Donc aussi bien par une manette, une souris, que par du tactile, comme on peut le voir avec un smartphone, une tablette ou des choses comme ça. Un écran non interactif, au contraire, c'est un écran face auquel vous êtes passif. Ça veut dire que vous êtes assis devant l'écran et l'écran vous envoie une quantité d'informations en continu, en fait, sur laquelle vous ne pouvez pas avoir d'impact. Voilà, l'exemple parfait, c'est la télévision. Pourquoi est-ce que cette distinction-là entre écran non interactif et écran interactif est importante? Parce que les études aujourd'hui qui vont parler vraiment de l'impact négatif que peuvent avoir les écrans sur le développement concernent justement les écrans non interactifs.
Alors attention, encore une fois, quand je vous disais qu'il faut parler de la question de l'usage, c'est qu'on peut très bien avoir un usage non interactif d'un écran interactif. Si on a une tablette devant nous mais qu'on ne fait que regarder des dessins animés ou autres dessus, finalement la tablette elle nous sert comme une télé, hein, ça veut dire c'est juste des dessins animés qui passent et on n'a pas d'impact sur ce qu'on est en train de consulter. Alors, au niveau des impacts négatifs, on en voit, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, par exemple, hein, on se rend compte que les enfants qui sont surexposés aux écrans non interactifs avant 2 ans, par exemple, vont avoir des difficultés au niveau de l'apparition du langage, ils vont avoir moins de mots dans leur vocabulaire que ceux qui ne sont pas surexposés. Il va y avoir des difficultés aussi liées, par exemple, aux relations empathiques. On peut aussi voir, d'ailleurs, il y a une étude assez intéressante qui a été menée par Linda Pagani il y a pas mal d'années, donc au Canada. C'est une étude longitudinale qui montre en fait que les enfants qui vont être surexposés aux écrans non interactifs avant 2 ans pourront montrer même après 10 ans des impacts, enfin des choses liées en fait à cette surexposition, notamment par exemple le fait d'être un risque de passivité, et donc d'être plus facilement porté en tant que bouc émissaire et d'être plus facilement en fait harcelé par exemple, ou alors aussi des difficultés en mathématiques ou autres. Encore une fois, attention, on parle encore ici de lien de corrélation et non de causalité. Ça veut dire que voilà, ça va avec, mais que en tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui est inscrit dans le marbre, on n'est pas sur un trouble du spectre autistique ou des choses comme ça. Alors ça, c'est déjà un premier point intéressant, c'est de se dire, bon, je ne vous fais pas la liste des éléments, des choses négatives qu'on peut voir, parce que je me doute que vous en avez déjà pas mal entendu parler. Du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de se renseigner sur le pourquoi. Et c'est le pourquoi en fait finalement qui est intéressant. C'est de se dire que c'est un peu trop facile de... Oui. Ah cool. Le... Cool, moi j'aime pas être assis donc c'est parfait. Merci. Du coup oui c'est... comment dire. En fait c'est assez facile de se dire bon bah voilà c'est la faute de l'écran parce qu'il y a un écran alors dans ce cas on va avoir un enfant qui va présenter des troubles ou autre, mais en fait finalement c'est pas vraiment ça. Comment on peut reconnaître ça? Imaginez par exemple vous interagissez avec un tout petit. Qu'est-ce qu'on fait quand on interagit avec un tout petit? Déjà le premier point important ça va être de prendre son temps, de parler lentement, de répéter les choses et tout ça. Et donc en fait en faisant ça on va permettre au tout petit de comprendre un petit peu, de mettre du sens sur les mots qu'il entend, de pouvoir un peu être en relation avec l'autre. Le problème, en fait, c'est qu'un tout petit à cet âge-là, il ne va pas mettre de sens sur ce qui se passe derrière un écran. À cet âge-là, en fait, finalement, ce qui se passe derrière un écran, c'est plutôt en fait une quantité de stimuli que le petit va recevoir, des stimuli visuels, des stimuli auditifs, et qui arrivent en fait sans cesse face à l'enfant, et donc à une vitesse en fait assez dingue d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce jeune va pas pouvoir finalement se poser et pouvoir élaborer un peu tout ce qu'il reçoit. Et ça pourra avoir un impact sur concentration et attention. Mais surtout, le point le plus important, et c'est vraiment celui-là qui est à prendre en compte, c'est surtout le fait que quand on interagit avec un tout petit, de quoi le petit il a besoin? Il a vraiment besoin de cette interaction en particulier. Ça veut dire qu'il a besoin qu'on puisse aussi interagir avec lui en montrant différentes émotions et en s'adaptant en fait à son degré émotionnel. Pour faire très simple, votre petit par exemple, il est là, il fait un petit peu la tête, et vous allez avoir une voix plus grave, vous allez faire un petit peu la moue, vous allez interagir différemment avec lui. Si votre petit se met à sourire, vous allez avoir une voix plus chantante et vous allez sourire également. Et en fait, en faisant ça, c'est très important parce que vous vous mettez en fait en résonance avec ce que le petit donne à voir de son émotion, de ce qu'il est en train de ressentir, de ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Et du coup, c'est comme ça qu'on commence en fait à mettre du sens sur ce que le petit est en train de regarder. Et puis après, petit à petit, il va y avoir les échanges de regards qui vont se passer, puis le fait de regarder dans la même direction, toutes ces choses-là. Cette interaction, elle est essentielle pour le développement du bébé. Le problème, c'est que, comme son nom l'indique, un écran non interactif, il n'y a pas d'interaction. Alors, je sais qu'il y a quand même pas mal de dessins animés qui font croire que la télé peut interagir avec le tout petit. Quand on voit les dessins animés avec le personnage principal qui dit est-ce que tu veux aller au marché? Et qui attend 5 minutes et qui après dit super, alors allons au marché. Mais le problème, c'est que si le petit pouvait parler et disait non, je préfère rester à la maison, on répondrait quand même super, alors allons au marché. Et donc du coup, on voit bien que cette interaction n'est pas possible finalement, et c'est ce manque d'interaction qui va être problématique pour le tout petit. Et ce manque d'interaction-là, en fait, on voit que le problème ne vient pas véritablement de l'écran, il vient en fait finalement du fait que l'écran ici fasse écran à la relation. Et c'est bien ça, en fait, le point important. C'est pour ça que quand on vous parle des cas les plus extrêmes de petits enfants qui sont exposés à la télévision 2, 3, 4 heures par jour à moins de 2 ans, la question qu'il faut se poser déjà, c'est est-ce qu'il n'y a pas une difficulté chez les parents aussi pour interagir avec leur tout petit? Parce que laisser un enfant 2, 3, 4 heures par jour devant la télévision, c'est peut-être aussi qu'il y a des difficultés interactionnelles finalement entre les adultes et les enfants.
Et ça, c'est important aussi à prendre en compte parce qu'il y a un autre concept qui est sorti il y a quelques temps maintenant dans les écrits anglo-saxons, c'est le concept de technoférence parentale. Qu'est-ce que c'est que la technoférence parentale? C'est le fait que nous-mêmes, en fait, adultes, on s'en rend pas compte, mais on est beaucoup sur les écrans. Voilà, on consulte beaucoup nos téléphones, on peut aussi regarder beaucoup la télévision ou autre. Et la technoférence parentale, c'est le principe en fait que les nouvelles technologies créent aussi une barrière entre l'enfant et l'adulte avec l'usage que l'adulte peut en faire. Pour faire très simple, c'est quand nous, adultes, on est sur notre téléphone, par exemple, avec le bébé à côté de nous, finalement, en fait, le manque de relation, il est là aussi, même si l'enfant lui-même n'est pas sur l'écran. Et ça, c'est un point très important parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'en 2017, il y a une étude qui est sortie qui a fait le lien, par exemple, entre la question du still face et la technoférence parentale. Le still face, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des études qu'on mène en fait où on va demander par exemple à une maman d'interagir avec son tout petit, donc elle joue avec lui, elle rigole et tout ça. Et au début tout se passe bien et là on demande à la maman de se positionner en still face, donc avec un visage fixe. Et donc la maman a un visage totalement inexpressif, froid, qui justement n'exprime rien. Dans ces moments-là, on voit que le tout petit, il va commencer à essayer d'activer le visage de la mère, il va essayer de faire quelque chose, de la faire bouger. Et si la mère reste dans cette position de still face, alors il va se refermer sur lui-même et se couper de la relation qui est trop anxiogène pour lui en fait de voir ce visage fixe. Une étude a montré que quand un parent est sur son téléphone portable, finalement, ça va avoir les mêmes impacts que s'il est en situation de still face, parce que généralement, quand vous êtes sur votre écran, vous n'interagissez pas avec l'enfant, vous avez un visage fixe, et ça aussi, ça peut être très compliqué pour les interactions. Et donc ça, c'est un point très important à comprendre. C'est que finalement, la question qui se pose, c'est pas la question de l'écran en lui-même, c'est de qu'est-ce qu'on en fait. C'est un exemple tout bête, mais vous avez déjà entendu parler des recommandations qu'on fait généralement sur les écrans, pour les plus grands aussi. Les recommandations qu'on va faire, c'est pour les pré-ados, ados, on conseille pas d'écran avant de se coucher, pour la question de la lumière bleue, pas d'écran au réveil, parce qu'apparemment ça peut avoir un impact sur la concentration à l'école, et pas d'écran à table. Pourquoi on conseille pas d'écran à table ? Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, très souvent, le repas en famille, c'est peut-être le seul moment où tout le monde peut interagir, discuter, se raconter ce qu'on a fait dans la journée, parce que le reste du temps, on est tous très occupés. Et donc forcément, s'il y a un écran qui parle pendant qu'on est à table, souvent par exemple pour mettre les infos ou des choses comme ça, en fait, il n'y a plus de dialogue en famille. Et donc en fait, c'est ça le problème des écrans à table, c'est que ça coupe le dialogue en famille. Sauf que du coup, on voit bien que le problème ne va pas venir de l'écran, il va venir de qu'est-ce qu'on en fait. Parce que si par exemple, quand on dit pas d'écran à table, on va pas dire quand même, on va arrêter les samedis pizza télé quand on se regarde un film tous ensemble en famille avec un plateau repas. Parce que ça c'est différent, vu que ce plateau repas où on a décidé tous ensemble du film qu'on allait regarder, on va interagir ensemble, on va discuter, on va parler de ce qu'on est en train de regarder dans le film, on va rire ensemble ou des choses comme ça. Et là finalement, l'écran en fait est un lieu d'échange et de partage et non un lieu qui sépare. Et ça, c'est vraiment le point important, en fait, finalement. C'est de comprendre que l'écran, ça peut être utilisé de deux manières. Ça peut être utilisé d'une manière partagée et échangée. On est tous sur un écran, on interagit ensemble, on parle de ce qu'on est en train de voir. Ou ça peut être utilisé de manière à séparer, finalement, et à isoler. Et ça, c'est en fait la manière qui va avoir des problèmes sur le développement de l'enfant. En salle d'attente, on le voit beaucoup, ça par exemple, les parents qui filent un téléphone portable à leurs enfants pour pas que l'enfant il fasse de bruit, parce que oui, il est captivé par les images qui bougent ou des choses comme ça. Alors certes, sur le court terme, ça marche très bien, moyen et long terme, ça marche pas forcément bien. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment importants à prendre en compte. Déjà, quand on cherche à réfléchir sur la question de l'impact que les écrans vont avoir, c'est de se dire que mettre les écrans en bouc émissaire, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ce qu'il faut, c'est plutôt se questionner sur quelle place est-ce que ces écrans viennent jouer dans la relation entre le parent et l'enfant. Et finalement, ce côté relationnel, il se retrouve un petit peu partout. Parce qu'on voit que de toute façon, quand on parle des écrans, on va toujours chercher à parler de socialisation et de relations ou autres. Prenons un cas très simple, les pré-ados et les jeux vidéo, et même les ados et les jeux vidéo. Peut-être que vous avez des ados autour de vous, que soit vous êtes parents, soit que vous travaillez avec des ados. Donc vous avez peut-être entendu parler de Fortnite, Minecraft, Apex Legends, Brawl Stars, peu importe, tous ces jeux-là, qui sont en fait les jeux les plus consommés finalement par les adolescents. Et quelle est la spécificité de ces jeux ? C'est que ce sont des jeux en ligne, ce sont des jeux en réseau qui se jouent entre amis. En fait, on se rend compte, par exemple, qu'à partir de 9 ans à peu près, la recherche, en fait, le plaisir que va avoir le jeune pour jouer aux jeux vidéo, c'est surtout un plaisir qui va être tourné vers le jeu multijoueur, vers le fait de retrouver ses amis en dehors de l'école à travers les réseaux et les jeux vidéo.
C'est un truc qu'on avait, par exemple, là aujourd'hui, il y a des sociologues qui parlent de Fortnite comme des skateparks de l'époque, par exemple. Oui, c'est un moyen de se retrouver en dehors de l'école, et finalement, c'est les lieux de rencontre qui vont permettre de l'échange. Et ça, c'est un truc assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans ces moments-là, bah oui, finalement, l'écran, il sépare pas, l'écran, il est là finalement pour rassembler. Et en fait, ce côté de la séparation et du lien, on l'a retrouvé vraiment pendant le confinement. Le tout premier confinement où on était tous enfermés chez nous, bah, on a bien vu que les écrans, ils ont servi en fait à deux choses finalement. Ils ont servi à garder du lien, donc à garder le lien avec notre famille, nos proches, nos amis qui étaient loin de nous et qu'on ne voyait pas parce qu'on était confinés. Donc vraiment pouvoir travailler ce lien. Et il était là pour couper un peu le lien aussi parce que bah voilà, c'est pas facile pour un ado d'être confiné avec ses parents. C'est pas facile pour d'être parent, d'être confiné avec ses ados non plus. Et du coup, en fait, les écrans, ils nous servaient un petit peu aussi à couper un peu, des fois, de temps en temps, avec voilà, la famille pour pouvoir avoir son petit temps à soi et un peu éloigné de ceux qui étaient confinés avec nous parce que sinon, on se bouffait. Et donc ça, c'est des choses aussi importantes à comprendre, c'est que bah voilà, il faut toujours penser déjà quel usage on est en train de faire des écrans et quel impact ça va avoir sur la relation en général. Ça, c'est vraiment pour moi déjà le point phare à garder en tête. Et si c'est celui-là que vous avez à chaque fois que vous entendez qu'un ado joue aux jeux vidéo, ou alors est sur Internet ou autre, c'est déjà un point important. Par exemple, quand on parle des risques qu'il peut y avoir avec adolescence et jeux vidéo, donc vous avez forcément entendu parler de ces termes comme addiction aux jeux vidéo, trouble du jeu vidéo ou des choses comme ça. Bah, un des premiers points qu'on va regarder, c'est justement est-ce que le jeune joue en ayant des relations sociales ou est-ce qu'il se coupe petit à petit en fait de ces relations pour en fait s'enfermer, fuir un petit peu en allant dans des univers numériques. Et c'est justement en fait ce point-là qui va être important à prendre en compte, de se dire mais quelle est la place du social finalement dans l'usage qu'on va avoir des écrans. Je regarde l'heure pour pas trop dépasser. Oh ça va, il y a le temps. Donc du coup, ça va être les premiers points qui vont être essentiels à prendre en compte pour pouvoir en fait comprendre finalement ce que les écrans viennent jouer dans nos relations entre les adultes et les enfants, entre les professionnels et les patients ou des choses comme ça. Si on veut repartir un petit peu sur on va dire les plus jeunes, on peut se questionner déjà sur, encore une fois, la question interactif ou non interactif. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, les écrans non interactifs sont ceux qui vont avoir le plus d'impact sur le développement du jeune, d'impact négatif, s'ils sont dans une surexposition. Donc je précise bien surexposition, ça veut dire que si un parent laisse un enfant 15 minutes devant la télé parce qu'il a un truc sur le feu ou un coup de téléphone à passer, l'enfant ne va pas d'un coup perdre son niveau en langage, ça ne marche pas comme ça. On est vraiment sur un usage quotidien et intense qui lui par contre va véritablement avoir un impact parce que plus il y a de temps d'écran finalement, et moins il y a de temps dans l'échange qualitatif entre l'adulte et l'enfant. Et encore, il faut faire attention à ne pas tomber trop dans la théorie de la substitution, donc plus il y a de temps d'écran et moins de temps avec l'adulte. On se rend compte aujourd'hui que ça dépend aussi de comment est-ce que ce temps d'écran est. Ça veut dire que bah oui, si l'adulte est en interaction avec le jeune à ce moment-là, il peut déjà quand même se passer des choses intéressantes. D'où le côté des écrans interactifs dont je vous parlais. Les études, par exemple, aujourd'hui, on ne voit pas d'effet délétère à l'usage des écrans tactiles avec les tout petits à partir du moment où cet usage est dans l'interaction, dans l'échange et dans le jeu. Et ça déjà c'est un point important. Ça veut dire que évidemment si on laisse l'enfant tout seul sur une tablette dans son coin pour être tranquille, là évidemment ça va avoir un impact sur son développement comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre il y a beaucoup de parents, beaucoup d'adultes aujourd'hui qui aussi ont envie des fois de tester des nouvelles applications avec leurs tout petits pour jouer avec eux, pour s'amuser. Des applications adaptées, vous avez des bulles sur un écran, vous appuyez sur la bulle, ça fait pouf par exemple et ça fait un peu de lumière. Et ça c'est un truc où l'enfant lui il va pouvoir tester, il va pouvoir voir et ce qu'il va voir ça va peut-être lui plaire, mais surtout c'est pas ça qui va lui plaire le plus. Ce qui va lui plaire le plus, c'est que quand il va appuyer sur la bulle, ça va faire pouf, et le parent, il va peut-être faire pouf aussi, il va rigoler, il va s'extasier face à ce qu'il est en train de voir, et finalement, ce que l'enfant va le plus regarder, c'est son parent qui s'extasie par rapport à ce qui se passe sur ce qu'il est en train de faire sur l'écran, plutôt que ce qui se passe sur l'écran en lui-même. Et donc là, en fait, on voit que à ce moment-là, l'écran, il n'est pas ici pour faire écran, il est là pour faire médiation dans le jeu entre l'adulte et l'enfant, et c'est ce jeu-là entre l'adulte et l'enfant qui est essentiel. Alors, bien évidemment, faut pas non plus penser que c'est l'unique point qui est important pour le développement de l'enfant, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne développe pas quand on utilise une tablette numérique ou un smartphone quand on est tout petit. C'est pour ça qu'on conseille, si jamais c'est utilisé par l'adulte, de le faire sur des temps très courts et alterner avec des activités nécessaires au développement de l'enfant, comme des vrais jeux, comme des histoires qu'on lui raconte ou des choses comme ça. Parce que l'enfant a aussi besoin de développer les choses avec son corps, avec son rapport à l'espace,
ou autres. Donc par exemple, on a déjà entendu parler de ces enfants qui par exemple sont capables de faire des jeux d'encastrement sur tablette, donc pouvoir prendre le cube et le mettre dans le carré ou des choses comme ça, mais pas capables de le faire avec de véritables jeux d'encastrement. Mais c'est pas parce qu'ils le font sur tablette qu'ils sont pas capables de le faire à côté, parce que pour pouvoir le faire à côté avec de vrais jeux d'encastrement, il faut aussi essayer avec de vrais jeux d'encastrement. Il faut tester l'appréhension de l'objet, du poids, l'appréhension de l'espace, pouvoir tout déplacer, tout ça. Et en fait, c'est pas parce qu'il le fait sur tablette qu'il le fait pas à côté, mais s'il ne le fait pas à côté, en tout cas, il le développera pas. Donc voilà pourquoi c'est essentiel quand même de faire en sorte que l'enfant puisse avoir des activités comme ça, et surtout aussi le fait qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui parle, qu'on échange avec lui, parce que c'est de ça dont l'enfant a le plus besoin, c'est de développer justement son rapport à l'environnement et ses interactions avec tous ses sens. Plus l'enfant grandit, et plus on va commencer à avoir un intérêt pour les écrans. Alors, attention, c'est vrai que des fois, on voit des intérêts pour les écrans, on va dire, dès le plus jeune âge. Mais là, on va revenir sur la question de la consommation des adultes. Des fois, j'ai des parents qui me disent, c'est incroyable, mon bébé, il est sur la chaise de haute devant la table et il fait ça sur la table comme si c'était une tablette géante. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est pas un geste inné. Si bébé, il fait ça sur la table, c'est parce qu'il est habitué à voir papa et maman faire ça sur leur téléphone portable. Parce que ça, c'est pas un geste qu'il va faire naturellement de lui-même. Et donc, du coup, il faut bien voir que les enfants apprennent par imitation. Donc, plus nous, adultes, on a une consommation d'écran, et plus les enfants vont commencer aussi à s'intéresser aux écrans parce que ça intéresse beaucoup papa et maman. Petite histoire comme ça, un Serge Cicéron racontait qu'il avait des parents qui étaient arrivés une fois dans son cabinet très inquiets parce que leur bébé se tenait tout le temps la tête. Donc ils se sont dit, il a peut-être une otite ou un truc comme ça. Et en fait, non, c'est que papa promenait beaucoup bébé en poussette et profitait des temps de poussette pour passer ses coups de téléphone. Et donc bébé voyait tout le temps papa comme ça et donc il se tenait comme ça pour faire comme papa. Donc on voit que dès le plus jeune âge, les enfants vont avoir des habitudes liées à la consommation d'écran avant même d'avoir des écrans dans les mains en fait. Donc c'est aussi important pour nous adultes de nous rendre compte que on donne l'exemple aux enfants avec ce qu'on donne à voir. Si on a les yeux rivés vers un écran, forcément l'enfant aura aussi son regard qui sera dirigé vers cet écran-là. Donc faisons attention un peu à ce que nous leur donnons à voir. Et d'ailleurs, on le voit, si parmi vous, il y a des familles qui ne sont pas du tout écran, imaginons qui n'ont pas d'écran à la maison ou qui s'en servent très peu ou autre, vous allez remarquer que vos tout-petits, ils ne sont pas intéressés par les écrans parce que justement, vu que ça n'intéresse pas les parents, ce n'est pas non plus forcément un truc qui les attire. Arrive un certain âge, par contre, vers 6 ans à peu près, ou alors par contre, vous avez beau être une famille qui n'a pas du tout d'écran à la maison, là vous remarquez que votre jeune, il commence, lui, par contre, à commencer à avoir de l'intérêt pour ça, à parler des dessins animés, à parler des jeux vidéo. Parce que, oui, en même temps, là, arrivé en école élémentaire, on commence à avoir des copains qui nous en parlent, on commence à rentrer dans cette culture des écrans, et forcément, on commence à être intéressé par ça. Mais ce qui finalement est assez normal, parce que oui, on a envie de partager les mêmes choses que nos copains, on a envie d'échanger avec eux, on a envie de parler de tel ou tel dessin animé, on a envie de tester tel ou tel jeu, et finalement, rien d'anormal à ça, vu que, oui, l'écran aujourd'hui, ça fait partie aussi de la culture des jeunes, et encore, des jeunes, la génération des fameux millennials maintenant, ils ont 35-40 ans, donc on voit quand même que les familles qui ont découvert aussi cet intérêt pour les écrans commencent à être les parents d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui change le plus par rapport aux générations précédentes, c'est pas vraiment le rapport aux écrans, c'est plus l'accès aux écrans, parce que c'est vrai qu'au tout début, on avait la télé qui était dans le salon, qui était partagée par tous, alors qu'aujourd'hui l'écran il est dans notre poche et on peut y avoir accès partout. Et aussi c'est la question surtout d'Internet qui a beaucoup changé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va beaucoup plus parler de la e-génération ou iGen, donc cette génération des jeunes qui sont connectés sur Internet et en communication ensemble. Ensuite, à partir du moment où on va commencer à voir que l'enfant assez jeune, donc vers 3-6 ans, tout ça, commence à s'intéresser un petit peu aux dessins animés, il va falloir se poser les questions des contenus auxquels l'enfant va être confronté. Par exemple, au tout début, un enfant assez jeune va être intéressé généralement par des dessins animés avec des animaux qui parlent. Et ça, c'est quand même pas mal pour cet âge-là. Pourquoi ? Parce que les animaux qui parlent, c'est suffisamment proche de nous pour qu'on puisse comprendre que la morale de l'histoire nous concerne, mais c'est suffisamment éloigné de nous pour pas qu'on confonde avec ce qui se passe en dehors de l'écran et que ça évite un côté anxiogène. Par exemple,
Euh, et ben, si je regarde Choupi et que Choupi il doit être gentil à la maison et il doit manger ses épinards à table, et ben moi je comprends aussi que je dois être gentil à la maison et manger mes épinards à table. Parce que du coup, ça me parle finalement. Mais si par exemple je regarde, imaginez par exemple le Petit Poucet. Le Petit Poucet, c'est une histoire vachement bien pour les enfants. Pourtant, c'est assez effrayant. Mais le Petit Poucet, ça se passe très très loin dans un autre monde. Il y a très très longtemps, on ne sait pas où, mais en tout cas, on sait que c'est très éloigné de nous. Donc du coup, en tant qu'enfant, on est rassuré parce que ça ne nous concerne pas. Il y a quelques années, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Le Petit Poucet et qui se passait dans notre monde à nous et dans notre actualité. Mais ça, c'est ultra angoissant pour des enfants parce que alors là, on se dit que ça peut nous arriver à nous aussi, de nous faire abandonner par les parents, de nous faire bouffer par un ogre ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que pour les enfants, c'est important de toujours avoir un certain éloignement en fait avec les histoires qui vont être contées dans les dessins animés et justement de faire attention aux contenus qui peuvent être trop proches de la réalité parce que trop anxiogènes. Tout à l'heure, je parlais du journal télévisé. Par exemple, les journaux télévisés, on conseille généralement d'attendre au moins l'âge de 10-11 ans avant d'être confronté à ces images, parce que des fois, on a des images qui sont très choquantes, qui peuvent être vues dessus, et des enfants qui ont été confrontés des fois à certaines images peuvent vraiment en parler pendant longtemps. Là, je ne sais pas si vous aviez entendu ça, par exemple, mais nous, il y a 2-3 ans en France, un des jeux les plus joués en cours de récréation, c'était CRS versus Gilets jaunes, par exemple. Et ce qui est finalement pas très étonnant parce que c'était des images qui passaient toute la journée à la télé, qui étaient des images assez violentes du coup, et c'était un moyen que les enfants avaient trouvé pour se réapproprier ces images auxquelles ils avaient été confrontés. Parce que les enfants, quand ils n'ont pas les mots pour pouvoir exprimer, pour pouvoir mettre du sens sur ce qu'ils ont vu, ils vont passer par le corps. C'est pour ça que vous voyez très souvent des jeunes, quand ils ont vu un dessin animé ou autre, en fait, ils vont le rejouer avec le corps, ils vont rejouer des scènes et tout ça. C'est un moyen en fait de symboliser finalement de passer par le corps. Et donc, le jouer entre copains à la cour de récré, ça permet aussi de mettre un petit peu du sens sur ces images qu'on a vues et qui nous ont choqués parce que très violentes. Oui, parce que les images des conflits entre CRS et Gilets jaunes à la télé étaient quand même assez hardcore. Hein, et ça passait au JT de 13h ou au JT de 20h. Donc ça, c'est déjà aussi un autre point intéressant qui va être à prendre en compte, c'est le fait de questionner déjà le contenu face auquel les jeunes vont être confrontés. Et ça concerne n'importe quel âge. Vous avez peut-être déjà entendu de la question des classifications. Alors, je ne sais pas comment sont les classifications en Belgique. Nous, en France, on a le 12, 16, 18 au cinéma et 10, 12, 16, 18 à la télévision. Et par contre, les jeux vidéo, ça c'est européen, on a les normes PEGI avec 3, 7, 12, 16 et 18. Et toutes ces classifications aussi sont très importantes parce qu'elles permettent de protéger finalement les jeunes par rapport aux contenus qui peuvent être présentés sur les écrans. Et ça c'est très important parce que on essaie en fait en faisant ça de limiter la question des images traumatisantes, donc ces fameuses images qui reviennent en boucle sans cesse lorsqu'on les a regardées et qu'on n'était pas prêt. Pour expliquer un petit peu, on peut repartir sur la question de la peur face aux images. On peut comprendre qu'il y a deux types de peurs finalement quand on regarde des images. Les peurs qu'on va dire structurantes et les peurs qu'on va dire déstructurantes. Une peur structurante, qu'est-ce que c'est ? C'est une peur qui finalement va nous permettre de travailler nos propres angoisses, nous permettre un peu de mettre du sens dessus, de les élaborer et d'en faire quelque chose. C'est les fameuses peurs qu'on va retrouver à travers les contes par exemple. Mais comme je le dis, c'est suffisamment éloigné de nous pour pas être trop inquiétant. On peut trouver d'autres peurs, des trucs très simples. Par exemple, voilà, je suis un enfant très jeune, j'ai peur de la question de la séparation avec mes parents. Je regarde Petit ours brun et Petit ours brun, à un moment, maman lui lâche la main au supermarché, il a très peur, il croit qu'il est abandonné. Et moi aussi, ça me fait très peur, mais à la fin, Petit ours brun, il retrouve sa maman et tout va pour le mieux. Et la maman, elle lui explique qu'il ne faut pas lâcher la main. Et donc moi aussi, peut-être que je vais pouvoir travailler un peu ces angoisses-là. Après, les peurs déstructurantes, à l'inverse, c'est les fameuses peurs qui vont justement rester encore, même quand l'écran il est coupé, quand le dessin animé est fini, et qui vont pouvoir revenir sous forme d'angoisse diurne ou sous forme de cauchemar la nuit. Ce qui fait que certains jeunes veulent plus aller à la cave pour aller chercher la bouteille d'eau, ou alors qu'ils n'osent plus passer par le couloir de la chambre parce que ça leur fait trop peur. Et on ne comprend pas d'où ça vient en fait, et ça peut venir d'images face auxquelles ils ont été confrontés. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouve en fait à beaucoup finalement d'âges différents. Et en fait, d'où ça vient ? C'est justement le fait qu'il y a des images qui sont plus ou moins adaptées en fonction de l'âge, d'où la question des classifications dont je parlais tout à l'heure, mais pas que. Et en fait, forcément, si on n'est pas prêt à recevoir une image à laquelle on est confronté sans avoir vraiment le choix ou sans s'y attendre, l'image peut faire effraction, peut nous choquer et revenir en boucle finalement pour qu'on, dans une espèce de truc assez traumatisant. Et il va falloir pouvoir
pouvoir parler avec le jeune, pour pouvoir un peu détoxifier toutes ces images. Et ça, c'est vraiment important, parce que du coup, on voit que le côté important ici va se passer dans le dialogue. Et c'est le dialogue qui va être essentiel pour pouvoir mettre du sens sur tout ce qui se passe derrière les images. Avec les tout petits, le dialogue, ça se passe comment? Et par exemple, on s'assoit à côté d'eux, on regarde le dessin animé avec eux, et puis on met du sens sur tout ce qui passe. Oh, dis donc là, il a l'air vachement en colère, Choupi. En même temps, c'est normal, il vient de se faire punir par sa maman, mais bon, en même temps, il avait mérité, il avait fait une grosse bêtise. En faisant ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le petit, il prend beaucoup de plaisir à interagir avec nous et à regarder ça, parce que finalement, il voit que, le parent s'intéresse à ce qu'il est en train de regarder, et deux, en plus, que le parent est en train de mettre du sens sur ce qu'il est en train de regarder. Et donc, il y a quelque chose qui se joue là-dedans, dans l'interaction et dans le fait de parler et de mettre du sens sur l'écran. Évidemment, plus l'enfant grandit et moins on va être dans cette mise en sens directe. Avec un ado, on va pas être là, oh, dis donc, il est en colère là, celui-là. Mais par contre, l'objectif, ça va être de faire comprendre petit à petit à l'enfant qu'il est important de pouvoir mettre du sens dessus. Et donc, plus l'enfant va grandir et plus on va commencer à lui poser des questions. Ah bah tiens, mais raconte-moi, là, il se sent comment à ce moment-là? Ah, il est en colère, mais pourquoi il est en colère? Ah, parce qu'il vient de se faire gronder. Et après, petit à petit, on commence à attendre la fin du programme aussi et voir à la fin, dire à l'enfant, bah tiens, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Et d'ailleurs, si vous faites le test, on se rend compte de ça, généralement. Vous savez, les tout petits, ils ont un niveau de concentration, on va dire, qui est à peu près de 10-15 minutes. C'est pour ça que les dessins animés adaptés pour les enfants, ils sont pas très longs, quoi. Et justement, si vous montrez à un tout petit un dessin animé d'1h30, type un Walt Disney, et que vous lui demandez à la fin de vous raconter l'histoire, il va vous raconter une histoire avec plein d'incohérences, ou alors plein de blancs, où il va vous raconter une scène qu'il a marquée. Parce que c'est trop compliqué pour lui de mettre du sens là-dessus. Et donc du coup, en fait, petit à petit, on trouve des contenus adaptés, on en parle, on fait mettre du sens dessus. Et ça marche aussi avec les grands. Avec les grands, bien évidemment, on ne va pas forcément les questionner à chaque fois qu'ils regardent quelque chose, mais en tout cas, le but, c'est qu'ils comprennent que à chaque fois qu'il y a un contenu qui peut être problématique, qui peut leur poser des questions, le but, c'est d'en parler avec d'autres et de pouvoir échanger en fait avec l'adulte pour en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment important, parce que moi, je fais pas mal d'interventions en classe pour faire de la prévention sur ces sujets-là, et je tombe des fois sur des classes de très jeunes où on est confronté à des images de films d'horreur, voire même à des images pornographiques. Donc, ce qui peut être des choses assez compliquées à cet âge-là. Par exemple, chez les CE1, CE2, 7-8 ans, ça peut arriver des fois. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque que quand dans une classe, il y a un jeune qui est tombé sur des images problématiques, il y en a généralement plusieurs dans la même classe qui ont été confrontés aussi. Alors, pourquoi? Alors on va pas travailler sur le pourquoi est-ce que le premier jeune est tombé dessus, parce que voilà, ça c'est des histoires qui peuvent être très personnelles, familiales ou autres. Mais en tout cas, ce qui arrive dans ce genre de moments, généralement, c'est que quand un jeune tombe sur des images qui sont vraiment anxiogènes ou problématiques pour lui, généralement, il va pas en parler aux parents parce qu'il a peur de se faire gronder, il va pas en parler au professeur parce qu'il a peur que ça soit répété aux parents et qu'il se fasse gronder. Il veut bien en parler au psy parce qu'il sait que le psy ne répétera pas, mais sauf que tous les enfants n'ont pas un psy à qui ils peuvent en parler. Et du coup, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? À un moment, ils vont trouver un moment où ils seront seuls avec leurs copains et ils vont leur montrer en disant tiens, regarde ce sur quoi je suis tombé. Et en fait, le fait de montrer ça, ça va être à la fois en se disant peut-être qu'il va m'expliquer un petit peu ce que j'ai vu, mais surtout, en lui montrant, je vais voir sa réaction. Et si lui aussi il angoisse, si lui aussi il est dérangé, ça me rassurera parce que ça prouvera que je suis bien normal moi aussi à avoir angoissé, à être dérangé. Et en fait, c'est pour ces raisons aussi qu'on retrouve à certains âges, notamment à la fin de l'école élémentaire, début du collège, des contenus qui se propagent très vite, qui sont généralement des contenus assez choquants, assez effrayants ou des choses comme ça, dont les jeunes parlent beaucoup, parce que ça se partage entre jeunes aussi, pour pouvoir observer un peu les réactions que chacun va avoir là-dessus. Vous avez peut-être, je ne sais pas si ici il y a eu cette mode-là, mais nous on a eu beaucoup la mode des clowns tueurs par exemple, ou le Momo Challenge ou des choses comme ça, qui étaient des images effrayantes qui se partageaient entre jeunes dans les cours d'école ou à la maison ou autre, mais entre copains. Et en fait, là, pour justement détoxifier ces images, le but va être aussi de passer par le dialogue. Et donc, encore une fois, comme je disais au tout début, de faire en sorte que l'écran rassemble et non qu'il divise, de pouvoir discuter, de s'intéresser un petit peu. Raconte-moi de quoi ça parle. N'hésite pas, on peut en parler, on peut mettre du sens dessus, on peut échanger autour. Et finalement, en faisant ça, faire en sorte que l'image ne soit pas fixe, ne soit pas figée et n'ait pas ce contenu, ce côté traumatisant qu'elle pourrait avoir. Donc ça, c'est autre point essentiel, de toujours discuter et mettre du sens sur tout ce qui se passe un petit peu à travers les écrans. On peut se poser aussi la question du temps. Souvent, en fait, on va nous demander mais combien de temps d'écran est-ce qu'on peut avoir pour notre jeune? Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que
le temps, c'est un peu relatif finalement. C'est un peu compliqué de donner un nombre d'heures idéal ou autre pour les jeunes. Alors bien évidemment, on peut quand même dire, avant 2-3 ans, il faut éviter le plus possible les écrans non interactifs. Et après, faut quand même savoir limiter le temps, parce que si le jeune fait que ça toute sa journée, ça va être compliqué. Mais en fait, le truc, c'est que c'est assez relatif, parce que c'est pas le temps d'écran qui va être important, c'est surtout le temps aussi consacré aux autres activités. Ça veut dire qu'un ado qui a 8 heures de libre le samedi, s'il fait 3 heures d'écran, il lui reste 5 heures de libre à côté pour faire d'autres choses. Un ado qui n'a que 4 heures de libre son samedi, s'il fait 3 heures d'écran, il lui reste qu'1 heure de libre. Donc en fait, le but, ça va être de toujours réfléchir un petit peu à cette question du temps d'écran en fonction aussi du temps alloué aux autres activités. Le but, c'est que les jeunes puissent avoir du temps pour toutes les activités nécessaires pour leur développement. Donc ça déjà aussi c'est un point qui est important à prendre en compte, de toujours réfléchir comme ça en fonction de combien de temps il a de disponible et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Le but aussi ça va être de questionner en fonction de la tranche d'âge un début d'autorégulation. Alors évidemment avec les tout petits on n'est pas dans l'autorégulation, on est dans la régulation, c'est le parent qui dit voilà tu as droit à tant de temps d'écran. Avec les petits d'ailleurs on va éviter par exemple de leur dire tu as droit à 30 minutes d'écran, parce que le petit il va pas comprendre ce que c'est que 30 minutes et généralement arrivé à 30 minutes il va être frustré, il va pas être content parce que il a pas vu le temps passer. Donc avec les petits on va compter en nombre de dessins animés par exemple, tu as droit à 3 choupi, voilà. Et puis au troisième on arrête. Alors à la fin du troisième il va négocier, il va en demander un quatrième, un cinquième, mais peu importe, c'est bien s'il négocie, ça veut dire qu'il avait compris que c'était le dernier, il commence à se fixer dans son rapport au temps. Après c'est aux parents de voir s'il accepte ou pas de la négociation. Mais avec les plus grands, le but, ça va être de pouvoir, encore une fois, passer par le dialogue et pouvoir accompagner le plus grand vers ce qu'on appelle une autorégulation. Ça veut dire, par exemple, lui dire « Mais combien de temps d'écran tu voudrais, toi ?» Alors bon, le cliché, c'est votre ado, il va vous demander 20 heures par jour. Vous aimeriez bien que ce soit 20 minutes. Mais en vrai, le but, ça va être vraiment de demander aux jeunes « Mais explique-moi un petit peu de combien de temps tu as besoin par rapport aux activités que tu fais. » Parce que, en fait, le problème, c'est que si on s'y connaît pas beaucoup en tant qu'adulte dans les pratiques des jeunes, on peut pas se rendre compte forcément que fixer des règles sans connaître, ça peut parfois être compliqué. Imaginez par exemple, votre ado il joue à Fortnite. On se dit, on va lui mettre une limitation, on va lui dire tu fais maximum 3 parties et puis après t'arrêtes. Mais imaginez que votre ado soit nul à Fortnite. 3 parties, il va avoir 3 minutes de jeu, quoi. Et donc forcément, c'est frustrant en tant que gamin de se dire non mais c'est injuste, mon copain lui il est bon, et 3 minutes, ça lui fait 3 parties, ça lui fait 1 heure, quoi. Et donc du coup, c'est un peu compliqué aussi de se dire voilà, on ne peut pas forcément savoir exactement de combien de temps notre jeune a besoin, on peut lui demander. Et donc on lui demande, et nous ensuite, on donne aussi notre avis, et le but ça va être de trouver un commun d'accord en fait, qui nous paraît bon en fait, aussi bien aux parents qu'aux enfants. Ça va faciliter pour l'ado déjà le fait de pouvoir s'arrêter parce qu'il aura eu lui-même son droit de parole finalement sur combien de temps d'écran il aura. Et surtout, ça va lui permettre de justifier un peu et de réfléchir en avance au temps d'écran qu'il va faire. Ça veut dire par exemple être capable de dire moi j'ai tel copain qui joue le mercredi de 16 à 17, moi j'aimerais bien aussi pouvoir jouer le mercredi de 16 à 17, comme ça je peux jouer avec mon copain, ou alors par exemple moi je regarde une série avec des épisodes qui durent 45 minutes, donc le samedi j'aimerais bien avoir 1h30, comme ça je peux faire 2 épisodes, alors que si j'avais qu'1 heure en fait je serais obligé de m'arrêter en plein milieu d'un épisode. Donc ça c'est des choses intéressantes aussi, parce que le but c'est de pouvoir faire en sorte que le jeune puisse expliquer un peu et réfléchir à sa consommation, donc qu'il n'ait pas en fait un temps non cadré ni rien, et qu'il puisse en discuter avec nous, et en fait par ce dialogue on va pouvoir réfléchir ensemble un petit peu à ce temps-là et limiter les côtés de frustration. Mais par contre, c'est pas, tout ça pour dire que c'est quand même essentiel de pouvoir fixer un cadre. On reprend le coup des ados. Imaginez par exemple, vous avez un ado qui vous dit je sors avec mes potes, on va se faire un foot dehors et tout ça. Si on lui dit ok, tu rentres quand tu veux, il va rentrer le lendemain parce qu'il va finir le soir chez les potes, il va manger chez eux, il va dormir chez eux et puis il reviendra. C'est logique en fait, parce que forcément les jeunes ont besoin d'activités qui sont cadrées, ils ont besoin qu'on fixe des règles, parce que c'est le principe même de l'adolescence que de chercher en fait à casser un petit peu ces règles. Les temps d'écran, c'est une activité comme une autre. Si on cadre les activités comme le foot entre copains dehors, il faut aussi cadrer le temps d'écran pour savoir à quel moment on a un début et une fin. C'est beaucoup plus simple en fait pour pouvoir s'arrêter aussi et pour pouvoir comprendre un petit peu comment travailler ces choses-là. C'est très facile de rien faire sur des écrans. On l'a déjà tous fait, je pense, dans cette salle-là. Et du coup, c'est vrai que quand on se met un cadre en avance en sachant à quelle heure on commence et à quelle heure on arrête, ça nous aide déjà dans notre consommation et dans notre rapport à l'outil en fait. Pareil avec les ados, et ça c'est important de pouvoir le faire. Si déjà il y a une réflexion qui se met là-dedans et un cadre qui est posé, alors bien évidemment les jeunes vont toujours essayer de dépasser un petit peu, c'est normal, c'est le principe des jeunes, mais en tout cas ça va les aider à pouvoir plus facilement s'arrêter.
Même principe avec aussi le fait de, c'est bien de cadrer l'activité, mais aussi pouvoir trouver, comment le cadrer. Ça veut dire mettre des heures, c'est très bien, mais aussi expliquer ce qu'il va y avoir après. Ça peut être plus simple aussi pour les enfants et ados pour pouvoir accepter finalement de s'arrêter. Un exemple que je donne souvent aux adultes, imaginez par exemple, vous êtes tranquille, c'est les vacances, vous êtes à la plage, posé sur votre serviette au soleil, vous avez votre petit cocktail tranquille, voilà, et d'un coup quelqu'un arrive et dit « Allez viens, tu t'arrêtes, il est temps d'aller remplir ta feuille d'impôt ». Vous n'allez pas avoir très envie de vous lever de la plage, quoi. Alors que si par contre quelqu'un arrive et fait « Bon allez viens, on a allumé le barbecue, là les saucisses sont cuites, allez c'est l'heure d'aller manger », là vous allez vous lever plus tranquillement parce que vous étiez très bien là, mais vous allez être aussi très bien ailleurs. Et avec le temps d'écran c'est pareil. Si par exemple on dit à un jeune « Bon allez t'arrêtes ton jeu vidéo, là il est temps d'aller faire les devoirs », forcément le jeune il va pas avoir très envie d'arrêter son jeu vidéo, quoi. Alors que si par contre l'activité qu'il va y avoir après est une activité qui est plaisante finalement et qui peut aussi lui donner envie de faire un autre investissement, ça va être plus facile pour lui également en fait de s'arrêter. Même principe aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir permettre de finir une activité qui est déjà en cours. Donc d'où le côté des parties dont je parlais tout à l'heure, parce que oui, arrêter un temps d'écran en plein milieu d'une partie ou en plein milieu d'une série, forcément ça va avoir un côté frustrant, et ça c'est normal, d'un point de vue cognitif aussi, on est tous faits dans le principe que si on est parti pour la réalisation concrète d'un objectif, si on nous frustre avant que l'objectif soit réalisé, donc par exemple avant de finir notre partie ou avant de regarder la fin de notre film, peu importe, en fait ça va générer en nous un sentiment de frustration et donc une excitation ou une colère. Donc c'est aussi important de pouvoir toujours laisser la fin du programme ou des choses comme ça pour que le jeune puisse à la fois mettre du sens sur ce qu'il est en train de regarder et à la fois éviter ce côté un peu colérique. D'où le fait de toujours un peu se renseigner sur combien de temps ça dure, comment ça marche et tout ça pour savoir aussi pouvoir fixer un peu l'arrêt avec lui ensemble. Donc ça c'est aussi un autre point qui me paraît important, c'est bien d'expliquer, en gros pour résumer la question des écrans, qu'est-ce qui va se poser finalement comme question, c'est la place que l'écran va jouer dans la relation entre le parent et l'enfant, autant la consommation que le parent va avoir que celui que l'enfant ou l'ado va avoir. La question du temps, du coup, avec, c'est important de le cadrer, de pouvoir fixer un début et une fin, de pouvoir en discuter ensemble et de pouvoir vraiment mettre ça dans un dialogue familial. Et la question des contenus qui peuvent être problématiques pour certains aussi et qui peut avoir du coup un impact assez fort, et donc l'importance de mettre du dialogue et de discuter tous ensemble en fait à propos de tout ce qui est en train de se jouer, de tous ces contenus et tout ça. Autre point aussi qui me paraît important, c'est de penser un petit peu, parce que là j'ai parlé rapidement de la question des films, séries, dessins animés, j'ai parlé un peu aussi des jeux vidéo, et on peut parler aussi de la question des réseaux sociaux, parce que finalement c'est une autre question qui se pose beaucoup, la question de, à partir de 9-10 ans, les jeunes vont commencer à demander un smartphone. Généralement la demande du smartphone elle va venir pour pouvoir lancer des parties de jeux vidéo sur les smartphones, mais également petit à petit on va commencer à s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est de se poser la question aussi de quel est l'usage que les jeunes vont faire en fait des réseaux sociaux. Finalement, souvent, l'usage des réseaux, ça va être aussi un usage social, donc pour rester en contact avec les autres. On le remarque d'ailleurs majoritairement chez les jeunes, le réseau social va plus être utilisé pour rester en relation avec les copains qu'on a déjà que de se faire des potes inconnus et de créer des relations. L'usage des réseaux, il est plutôt utilisé là-dessus. D'ailleurs, truc intéressant, vous savez qu'aujourd'hui, un des réseaux sociaux les moins utilisés par les jeunes, c'est Facebook. Donc voilà. Et ça, c'est assez logique en fait. Je pense que vous connaissez tous la raison. Les jeunes ne sont plus sur Facebook parce que les parents sont sur Facebook. Voilà, c'est logique. En même temps, faut bien comprendre, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on peut considérer les endroits, les lieux numériques comme par exemple Fortnite ou autres, comme des espaces de rencontre entre jeunes, comme l'étaient les skateparks avant. Avant, pourquoi on allait au skatepark? C'est parce qu'il n'y avait pas d'adultes dans les skateparks, quoi. Donc c'est le même principe avec ça. Les parents commencent à se rajouter sur Facebook et à nous ajouter en amis. Bon, on va se barrer, on va aller sur Instagram. Et puis les parents arrivent sur Instagram, c'est pas grave, on va aller sur TikTok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait finalement. Et si les parents se mettaient à jouer à Fortnite, les jeunes iraient sur un autre jeu. Du coup, voilà, ils en trouveraient un autre parce que l'objectif, ça serait de pouvoir être entre eux aussi un petit peu. Et donc du coup, en fait, ce qui va être important aussi, c'est de toujours questionner un peu ça, cette place, encore une fois, de la relation et du social à travers l'usage du numérique. On va repartir vite fait sur la question des jeux vidéo, parce que je trouve que c'est la plus facile à comprendre, même si elle est déjà assez complexe, et après on ouvrira un peu sur les réseaux sociaux.
Je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez très certainement déjà entendu parler de la question addiction aux jeux vidéo. Y a-t-il vraiment une addiction? Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait rentrer dans la CIM 11, donc la nouvelle classification internationale des maladies, une entrée pour le trouble du jeu vidéo qui est rentrée dans les addictions comportementales. Alors en fait, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que le sujet de l'addiction aux jeux vidéo est encore un sujet à débat finalement. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord, hein, il n'y a pas véritablement de consensus là-dessus, sur le terme lui-même de addiction, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on peut se poser question. On se rend compte que par exemple, dans le rapport aux jeux vidéo, il n'y a pas de syndrome de sevrage, il n'y a pas de risque de rechute. On se rend compte également que les jeux vidéo vont avoir un impact sur le système dopaminergique, donc vous savez, jouer aux jeux vidéo, ça augmente le taux de dopamine, ça on entend beaucoup parler, mais c'est pas la seule activité qui augmente le taux de dopamine. Et en fait, l'INSERM avait montré en 2005 que quand on parle d'addiction, généralement, on parle pas de quelque chose qui est uniquement lié au système dopaminergique, on parle aussi normalement d'un impact sur un système qui est une balance entre noradrénaline et sérotonine, qui eux ne sont pas impactés par le jeu vidéo. Donc voilà, des choses comme ça. Mais surtout aussi, ce dont on parle souvent d'un point de vue clinique, et ça on s'en rend compte, c'est que quand on joue aux jeux vidéo, il y a plein de choses qui vont pouvoir se passer dans le jeu vidéo. On va pouvoir généralement travailler différentes capacités, donc la concentration, l'attention, la stratégie, l'innovation, toutes ces choses-là qui vont se jouer à travers le jeu. On va pouvoir également travailler un peu certaines angoisses, on va pouvoir mettre du sens un peu sur des choses qu'on ressent et tout ça. Mais en fait aussi, on est sur un univers qui nous permet facilement de nous évader. C'est le principe même du jeu vidéo, qu'on retrouve ailleurs aussi, hein, qu'on retrouve dans la littérature, dans les films, tout ça, un côté très immersif qui fait qu'on peut se plonger dedans et oublier un peu tout ce qui se passe à côté. Et ben en fait, on peut se rendre compte que chez certains, qu'on va appeler les joueurs pathologiques ou que d'autres vont appeler les joueurs addicts, il peut y avoir des fois quelque chose de la vie qui est trop compliquée, trop anxiogène, trop envahissante, et du coup en fait on va trouver à travers les mondes vidéoludiques, les mondes numériques, un endroit où fuir un petit peu ce qui ne va pas dans notre vie pour pouvoir en fait chercher un refuge dans lequel on va pouvoir oublier un peu tout ce qui se passe autour de nous. Et ça c'est vraiment un point important à comprendre, c'est que du coup c'est pas le jeu vidéo qui crée le fait qu'on se réfugie, c'est ce qui se passe derrière en fait. Et ça, en fait, les études montrent aujourd'hui que quand on parle de troubles du jeu vidéo ou autre, on se rend compte qu'on est souvent sur un symptôme secondaire qui en fait fait suite à majoritairement une dépression à l'adolescence, mais on peut retrouver aussi d'autres points comme par exemple un début de psychose, on peut retrouver un deuil pathologique ou alors un divorce qui est très mal digéré ou des choses comme ça. Et donc c'est là où il faut bien comprendre que dans ces cas-là, le jeu pathologique, il n'est pas sur le temps passé sur le jeu vidéo, il est surtout sur le fait de couper la relation avec les pairs, couper les relations avec la famille, couper la scolarisation ou des choses comme ça pour se réfugier dans un univers qui nous permet de fuir tout ce qui est trop envahissant et trop problématique pour nous. Pour un joueur excessif non pathologique, parce que ça existe aussi, des joueurs qui jouent beaucoup, qui passent beaucoup de temps dessus, mais qui ne sont pas forcément dans quelque chose du pathologique comme je viens de le décrire, ça peut être lié à plusieurs choses. On va en retrouver qui vont des fois chercher à fuir un peu l'angoisse de la crise d'adolescence, c'est pour ça qu'on va retrouver ça généralement chez les ados et que ça baisse après au niveau des adultes, ou aussi on va retrouver ça chez des jeunes qui ont des difficultés à pouvoir poser un cadre, comme je le disais tout à l'heure, et à pouvoir s'arrêter, à pouvoir se fixer des limites. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent se travailler dans une relation avec la famille, avec justement le jeune en entretien familial ou des choses comme ça. Donc en fait, ça, on voit bien dans le jeu vidéo que des fois, l'usage des outils peut servir également du coup à rassembler, à se retrouver, comme je disais, avec le fait d'être surtout sur des jeux en ligne multijoueurs pour pouvoir être en lien avec les autres, mais il peut également servir à couper, à se séparer finalement pour se réfugier un peu et couper de ce qui est envahissant, et là ce qui va être un usage problématique. Et avec les réseaux, on va retrouver un petit peu la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas les réseaux qui vont créer des problématiques chez les jeunes, mais par contre, si problématique préexistante il y a, le réseau il va pas forcément aider en fait. Par exemple, un truc qu'on voit beaucoup chez les jeunes, c'est mésestime de soi, sentiment de solitude ou des choses comme ça. Truc très présent en fait pendant la crise d'adolescence. On remarque que chez les jeunes qui ont en fait ces côtés-là, ça pourra être encore plus
accru et aggravé à travers les réseaux. Prenons un exemple tout bête, je pense que pas mal dans cette salle ont un compte sur des réseaux sociaux. Vous vous rendez bien compte que quand on va sur les réseaux, très généralement, les gens partagent toujours ce qu'il y a de plus positif. Vous avez la magnifique photo de famille où tous les enfants sont bien brossés, bien habillés, où les parents sont en belle robe, où même le chien il est brossé, où c'est le ménage qui a été fait à la maison, tout ça. Et ça peut avoir un côté très difficile en fait quand vous vous sentez déjà surchargé et en difficulté de voir tout ce qui est parfait dans les photos des autres. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup chez les jeunes qui peuvent des fois être très impactés par ce genre de contenu qui peut en fait les blesser. Mais ça, c'est justement des jeunes qui vont déjà avoir des problématiques liées à une mésestime de soi qui va être en fait appuyée en allant en fait sur ce genre de réseau en fait et tout ça sur ce genre d'outil qui peut appuyer là-dessus. Faut pas oublier un truc important. L'UNICEF avait montré, je crois que c'était en 2017, à travers une de leurs études, ils avaient parlé d'un fameux effet boucle d'or. L'effet boucle d'or, vous connaissez l'histoire de boucle d'or. Boucle d'or rentre dans la maison des ours et en fait il y a un petit bol, un grand bol et un moyen bol et en fait elle va tester un peu le grand mais quand même elle va toujours se mettre sur la chaise qui est à sa taille, avec l'assiette qui est à sa taille et dans le lit qui est à sa taille. Et en fait l'UNICEF avait montré que les jeunes, lorsqu'ils ont une consommation d'internet particulièrement, ils ont cet effet boucle d'or. Ça veut dire que même si de temps en temps ils vont tomber sur des contenus qui ne sont pas du tout appropriés à leur âge, en fait ils vont avoir quand même un usage d'internet qui va être adapté finalement à leur âge et justement à leur centre d'intérêt à eux. Et ça c'est vraiment un point important qu'on oublie souvent quand on bosse dans le social parce que souvent en fait on voit quand même beaucoup de jeunes qui vont avoir des problématiques diverses, soit des problématiques sociales, soit des problématiques psychiques, peu importe. Et du coup, en fait, on voit ces cas-là. Et avec ces jeunes-là, on peut voir qu'il y a des difficultés aussi liées à la consommation d'écran, à son usage ou des choses comme ça. Et en fait, après, on généralise à tous les jeunes. C'est une sorte de biais de confirmation qu'on trouve chez beaucoup de professionnels de santé ou du social. Alors qu'en fait, on oublie qu'il y a 99% des jeunes qui ont une consommation d'écran importante, qui vont sur les réseaux, qui jouent aux jeux vidéo et tout ça, et que ils sont pas tous suivis par des professionnels de santé ou des professionnels du social, heureusement. Et donc du coup en fait on peut se dire qu'il faut faire attention à pas non plus tomber dans le oui mais tout le monde est sur les écrans et du coup en fait il y a plus de problèmes qu'avant. C'est comme avec la fameuse question de l'autisme dont je parlais tout à l'heure. Moi, je bosse beaucoup avec les jeunes autistes et oui, on se rend compte qu'en effet, les jeunes autistes sont très attirés par les écrans parce que ça a un côté vachement rassurant pour eux, ça permet d'éviter un peu le regard de l'autre, ça permet de se centrer sur une activité qu'on peut maîtriser plus facilement parce que le tactile est plus simple, par exemple. Mais c'est pas parce qu'on se rend compte que les enfants autistes sont plus attirés par les écrans qu'on va dire mais il y a un lien entre autisme et écran. Non, ça serait beaucoup trop simple. Donc ça aussi, c'est un point qui est important à prendre en compte, le fait de se dire que finalement, ce qui va être le plus important, c'est de toujours faire en sorte de dialoguer aussi avec les jeunes sur l'expérience et l'usage qu'ils ont eux-mêmes des réseaux et d'Internet et des jeux vidéo pour pouvoir en fait en discuter avec eux et finalement par ce dialogue pouvoir comprendre ce qui est le mieux pour eux et pouvoir les accompagner finalement en les protégeant face à divers pièges qui peuvent exister dessus. D'ailleurs, en parlant des fameux pièges et de la protection, pas oublier non plus un truc important, c'est que ce qui a beaucoup changé aujourd'hui et ce qu'on avait moins avant, c'est le fait que aujourd'hui on se rend compte que les écrans sont pas mal pris dans un système de consommation en fait finalement qui cherche à nous rendre de plus en plus en fait des objets de consommation nous-mêmes en fait. Je prends un exemple tout bête, une fois il y a eu une interview du président de Netflix qui disait que son seul ennemi c'était le sommeil. Voilà, parce que lui son objectif c'était que tout le monde soit toute la journée finalement sur Netflix et il a bien réussi quand même je trouve. Et en fait on se rend compte que ils font pas ça comme ça, ils créent pas juste une plateforme et tout le monde aime et tout le monde reste dessus. Les grosses entreprises vont utiliser finalement des techniques, des mécanismes qui vont faire en sorte que le consommateur reste plus longtemps consommateur. Exemple tout bête, on va regarder Netflix. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec Netflix quand vous regardez une série sur Netflix vous vous rendez compte que déjà, premier point, il y a des pourcentages qui sont écrits à côté des films quand vous voulez cliquer dessus. Vous les avez déjà vus peut-être, ces fameux 88%, 93% et tout ça. Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que ces pourcentages, on entend souvent c'est les likes, dislikes, ou alors c'est le nombre de gens qui a regardé et tout ça. Non, pas du tout. En fait, ce pourcentage, ça représente juste en fait ce que l'algorithme de Netflix a calculé, comme quoi ce film a 90% de chances de vous plaire, vu ce que vous regardez déjà à côté.
Netflix, en fait, regarde tout ce que vous consommez, s'intéresse à tout ça. Tous les films sont classés avec énormément d'étiquettes différentes pour pouvoir, en fait, toujours vous proposer le contenu le plus adapté. C'est pour ça que les recommandations de Netflix sont toujours généralement assez bien foutues. En plus de ça, quand vous regardez une série, à la fin de votre série, le générique de fin, il est zappé. Vous passez directement à l'épisode suivant et en plus, le générique de début, il est zappé aussi. À quoi ça sert ? Eh ben, ça sert aussi simplement au fait d'éviter d'avoir ce temps où on se dit « Ah, il faudrait peut-être que j'aille me coucher, il est quand même super tard ». Et du coup, bah là, ouais, l'épisode suivant, il arrive direct et là, on se dit « Oh, allez, c'est bon, un dernier, quoi ». Et du coup, on reste 45 minutes de plus. Et ça, on est tous tombés dans le panneau. Et en plus de ça, vous rajoutez des cliffhangers à la fin des épisodes, tous ces trucs-là. Enfin voilà, là, c'est pas possible de ne pas s'arrêter. YouTube fait pareil. Hein. YouTube, ils ont aussi. Il faut savoir que vous avez déjà vu YouTube, hein, je devine, et quand vous regardez YouTube, en fait, vous avez votre vidéo qui est en haut à gauche de l'écran, et en fait, sur la droite, vous avez une liste en fait de vidéos qui sont dites les vidéos recommandées. Et il faut savoir que c'est là où il y a le plus de clics sur YouTube, hein, c'est sur cet onglet-là. Et en fait, les vidéos recommandées, pareil, sont calculées par un algorithme qui calcule exactement tout ce que vous regardez et qui vous propose le plus de vidéos possibles qui sont susceptibles de vous plaire pour faire en sorte que vous restiez le plus longtemps sur YouTube. Et pareil, hein, YouTube aussi a une lecture en continu de vidéos. Si vous désactivez pas l'option, les vidéos s'enchaînent et c'est pareil, c'est pour vous éviter en fait de vous poser la question au bout d'un moment, il faudrait peut-être que je m'arrête. Et ça, chez les jeunes, c'est ultra problématique parce que vous imaginez bien que on parle souvent de ça, hein, de la perte du contrôle des impulsions chez les jeunes. Ça veut dire le fait de ne pas savoir s'arrêter et de toujours consommer. Mais en même temps, faites un test chez vous si vous voulez. Hein, prenez un énorme saladier, vous le remplissez de bonbons et vous le mettez bien en évidence sur la table de l'entrée. Et votre jeune, il va passer à côté et vous pensez vraiment qu'il va se dire « Oh, j'en prends qu'un seul et le deuxième pour demain, hein, parce que sinon, c'est pas bon pour la santé. » Non, il va le bouffer jusqu'à la fin, quitte à être malade, mais parce qu'en même temps, c'est trop bon, c'est trop fort pour lui et tout ça. C'est pareil pour les écrans, en fait. Hein. Si vous faites en sorte, comme le font certaines entreprises, de donner du contenu tout le temps, qui s'arrête jamais, qui continue tout le temps, c'est normal que les jeunes aussi soient pris dedans. Déjà, nous, adultes, on est pris dedans. Mais alors, chez les jeunes, c'est encore pire parce que le système de contrôle des impulsions se met en place dans le cerveau que vers 21-22 ans. Donc ça veut dire que quand on est ado ou enfant, c'est très compliqué pour nous de nous retenir en fait finalement de consommer quelque chose de plaisant aussi. Et alors c'est encore pire si justement le contenu qu'on nous propose est fait pour que vous y restiez. Prenons un autre exemple aussi. Facebook, voilà, parce que je pense que ici tout le monde connaît un petit peu Facebook. Et du coup, sur Facebook, qu'est-ce qui a été inventé pareil pour vous faire rester plus longtemps ? Déjà, le principe de la timeline infinie, parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez des tout débuts de Facebook, mais quand vous regardiez votre fil d'actu sur Facebook, il y avait une fin hein, au bout d'un moment. Et puis, vous vous reconnectiez le lendemain pour regarder un nouveau fil d'actu. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à scroller, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est pareil, le principe du fil d'actu infini, c'est aussi pour vous faire rester plus longtemps. Et pareil, après, tous les algorithmes qui sont mis en place pour vous faire rester. Il faut savoir que sur Internet, on a l'illusion d'avoir accès à toutes les informations qu'on veut, mais en fait, quasiment tous les gros sites vont calculer ce qu'on regarde et ce qu'on aime pour toujours nous offrir du contenu qu'on regarde et qu'on aime. Ça veut dire, par exemple, que sur Facebook ou même sur Google, on va regarder combien de temps vous passez sur tel article, qu'est-ce que vous commentez, qu'est-ce que vous likez, combien de secondes vous passez sur telle ou telle vidéo, et en fait, on va toujours vous montrer du contenu que vous avez envie de voir. Exemple tout bête, hein, imaginez par exemple sur Facebook, je sais pas, vous avez 200-300 amis, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas les actualités de vos 200-300 amis. Il y a peut-être des gens, vous allez vous dire au bout d'un moment, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de lui, et vous allez voir sa page Facebook et vous allez vous dire, ah bah c'est marrant pourtant parce qu'il met des trucs et tout ça, et moi je les vois jamais. Juste parce que vu que vous interagissez jamais avec, et Facebook ne vous les montre jamais. Il vous montre que ce que vous avez envie de voir. Et ça, c'est aussi un truc qui est problématique parce que ça fait aussi, c'est des mécanismes qu'on va appeler l'économie de l'attention, qui sont très utilisés aujourd'hui par les entreprises en fait liées aux écrans et qui sont faites pour vous faire rester plus longtemps dessus. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se rend compte que, oui, les jeunes vont passer beaucoup aussi de temps sur les écrans, pas seulement pour le côté social et tout, mais aussi parce que les contenus sont faits de telle manière à ce que vous restiez le plus longtemps. Et moins on est au courant et plus on est victime de ça, et en plus de ça, plus on est jeune et plus on est victime aussi parce qu'on n'a pas non plus toutes les armes nécessaires pour pouvoir s'en défendre. Donc c'est vraiment important aussi de pouvoir faire attention à ça et de se dire qu'il y a aussi des choses à travailler encore une fois sur les contenus et faire attention à toujours avoir un peu de recul sur ce que nous offrent les écrans et à nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour protéger un peu.
Et donc du coup la réponse c'est passer par de l'information et de la prévention dès le plus jeune âge. Il faut savoir que la prévention des impacts, des usages problématiques des écrans à l'adolescence, ça se fait finalement dès la maternelle. Dès la maternelle, parler aux enfants de l'importance de partager les écrans, de savoir limiter, de faire attention et tout ça, c'est déjà très important pour la suite. On se rend compte, comme je disais tout à l'heure, qu'un usage problématique des écrans avant même la maternelle, ça peut avoir des répercussions sur l'adolescence. Donc le but, c'est déjà de toujours faire en sorte de mettre du dialogue et d'échanger là-dessus dès le plus jeune âge, échanger avec les parents et les accompagner, parce qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient bien faire aussi, mais qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informés, et donc pouvoir leur en parler. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que le problème des écrans, c'est un problème de santé publique finalement, parce qu'il y a besoin de passer par de nombreuses campagnes d'information ou des choses comme ça. Les études actuelles aussi montrent que finalement, on se rend compte qu'il y a aussi une grande disparité socio-économique et que les milieux socio-économiques les plus défavorisés sont ceux qui vont être le plus impactés par justement la surconsommation d'écran, parce que c'est ceux qui ont aussi un peu le moins d'accompagnement. Et la formation des professionnels aussi va être très très importante. Il me reste 3 minutes. Donc pour conclure, en fait, ce qui me paraît quand même important quand on parle des écrans, c'est de jamais tomber dans le « c'était mieux avant ». Et ça, c'est difficile, parce que faut bien vous rendre compte d'un truc. Souvent, on va commencer à dire « non mais moi, j'ai pas eu ça quand j'étais jeune et je m'en suis très bien sorti, je vois pas ce que ça peut apporter de plus, ça apportera forcément le mal ». Et en fait, on oublie souvent que nos propres parents nous disaient que c'était mieux à leur époque, et que leurs propres parents leur disaient déjà que c'était mieux à leur époque. Il faut savoir que la première occurrence du « c'était mieux avant », on l'a trouvée il y a quelques années sur un vase de Mésopotamie. Donc finalement, et pourtant c'était pas si mieux que ça à cette époque-là, quoi. En fait, à chaque fois qu'une nouvelle culture arrive en fait, avec une génération, elle apporte des bouleversements. Et des bouleversements, il y en a eu souvent finalement, et ça peut être des bouleversements plus ou moins importants. Chaque nouvelle génération va avoir ses propres codes, va avoir ses propres intérêts, et va avoir ses propres choses en fait, qui vont changer un petit peu le monde, et ça souvent ça fait peur. Quand fin 1800, le chemin de fer est apparu, par exemple, il y avait des psys qui disaient que ça allait être la fin des couples tels qu'on les connaissait, parce que les hommes allaient prendre le train pour tromper leurs femmes, par exemple. Ou alors on a aussi eu un moratoire contre les romans, fin 1800 aussi, avec un pasteur qui avait écrit tout un truc en disant que ça allait être dangereux l'arrivée des romans parce que les gens allaient se perdre dans des mondes imaginaires ou des choses comme ça. On a eu des attaques sur le cinéma début 1900, et surtout on a eu en 1950 un livre qui s'appelait La séduction des innocents, qui est sorti, qui était écrit par un psychiatre américain, je crois Frédéric Wertham, qui disait un truc, en fait, qui disait que la bande dessinée était responsable de la délinquance juvénile. Il a fallu attendre 10-15 ans pour qu'on se rende compte que les études qu'il avait utilisées dans son bouquin étaient fausses. Et en fait, ça, c'est un truc qui a eu beaucoup d'impact, parce qu'il y a eu une énorme campagne après de censure de comics aux États-Unis, parce qu'on faisait le lien entre délinquance juvénile et comics, comme on le fait aujourd'hui entre délinquance et jeux vidéo. Et du coup, il y a eu des mots qui ont été interdits ou des choses comme ça. Dans les années 60, il y a eu l'attaque du rock'n'roll. Dans les années 80, on a comparé les jeux de rôle à des sectes et les maîtres du jeu à des gourous. Il y a eu l'attaque ensuite des mangas, téléphones portables, internet, tout ça. Donc tout ça pour dire en fait qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, forcément ça angoisse, ça fait peur, et on s'imagine toujours que c'était mieux avant et que ça ne peut être que pire, de pire en pire. Alors que finalement, on se rend compte que bien évidemment les générations changent à chaque fois et qu'il y a toujours plein de choses qui se passent, mais qu'on ne peut jamais non plus faire directement un lien entre changement générationnel et arrivée d'une nouvelle technologie, ou d'une nouveauté culturelle, on va dire. Parce que par exemple, les nouvelles technologies, elles apportent certes un changement, mais c'est pas elles-mêmes qui vont l'apporter, c'est tout ce que la société va en faire et tout comment on va s'en servir qui va faire que le changement aussi va arriver. Le but, c'est de toujours se rappeler que quand on parle finalement de la question des écrans, on ne fait que parler d'une question de parentalité et de lien entre adultes et enfants. Quand je parlais des tout petits avec le rapport au bébé et le rapport aux écrans, je parlais de l'importance du regard, de l'importance de l'interaction, de la communication, chose qu'on disait déjà avant qu'il y ait des écrans. Quand je parle ensuite des plus grands, je parle du fait de cadrer des activités, de savoir aussi faire des repères temporels et tout ça, chose qu'on disait déjà avant qu'il y ait des écrans. J'ai parlé aussi de l'importance de mettre du dialogue et d'échanger autour et de ne pas creuser un gouffre entre les générations et de faire en sorte qu'il puisse toujours y avoir de l'échange entre enfants, ados et adultes. Ça, c'est des choses aussi qu'on disait en fait finalement avant les écrans. Donc quand on parle d'écran, finalement, on se rend compte qu'on ne fait finalement que parler de parentalité. Alors certes, avec un objet, un outil spécifique, mais quand même finalement qui ne fait qu'être inclus dans une dynamique familiale, dans une dynamique relationnelle, et c'est ça qui va être le plus important.
Il faut qu'on milite aujourd'hui pour qu'il y ait de plus en plus de campagnes d'information et de prévention, aussi bien auprès des jeunes que de leurs parents, pour pouvoir faire connaître un petit peu tous les côtés positifs et tous les côtés négatifs et les risques qu'il peut y avoir liés à cette nouvelle culture. Il faut qu'on puisse essayer de faire entendre le message le plus possible, former les professionnels de santé, du social, de l'enseignement pour pouvoir accompagner les jeunes là-dedans et finalement ne pas ériger les outils en bouc émissaire parce que finalement ça ne fera que creuser encore plus un gap entre les jeunes et nous et surtout se dire que ce qu'il faut aujourd'hui c'est un usage raisonné, sensé et en fait ce qu'on essaie de faire nous à l'association 36912 c'est finalement de faire un comparatif avec la diététique. C'est le chocolat c'est très bon mais on va pas en manger 3 kilos par jour, ça risque de pas être très bon pour la santé. Et ben les écrans ça peut être très bien aussi. Le but c'est juste de pas passer son temps uniquement là-dessus et surtout réfléchir à quel usage on en fait parce qu'il y a des usages plus ou moins pertinents, il y a des usages qui peuvent être très intéressants et des usages qui le sont moins et donc le but c'est de toujours faire découvrir ça finalement aux jeunes et aux parents, bien comprendre que digital natives, donc les fameux jeunes nés dans l'ère du numérique, c'est un mythe. Un enfant, quand il naît, même s'il naît dans un monde où il y a les écrans, où il y a Internet, il n'est pas en maîtrisant les outils. Alors certes, vous allez dire, oui, mais les bébés, ils sont capables de gérer une tablette, mais en même temps, parce que les gens qui créent des tablettes essaient de créer ça avec le plus d'études cognitives possibles pour dire, mais voilà, on va faire le truc le plus simple qui serait intuitif. Mais c'est pas parce qu'un bébé, il sait faire ça sur une tablette qu'il sait utiliser et se protéger face à ces outils. L'enfant, l'ado, il ne maîtrise pas plus que nous. En fait, il a toujours besoin d'un accompagnement pour découvrir tout ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, la vraie fracture qui existe, c'est pas une fracture générationnelle. C'est pas nous les vieux on comprend plus rien et eux les jeunes ils maîtrisent tout. C'est une fracture d'usage. Et la fracture d'usage, c'est voilà, si je comprends que je maîtrise, je peux en discuter avec lui. Si je comprends pas, c'est important que j'essaie de me renseigner, que j'essaie d'être prévenu et informé pour pouvoir finalement être dans l'accompagnement aussi avec mon jeune. Et donc d'où le fait que c'est un travail qui doit se faire vraiment de manière pluridisciplinaire entre pouvoir public, professionnels, parents et jeunes directement pour pouvoir essayer de faire le meilleur accompagnement possible et toujours se dire que ce qui compte aujourd'hui et ce qui comptera toujours finalement, c'est cette question de la relation, de l'échange et des interactions. J'ai 4 minutes de retard, je suis désolé, mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je me questionne sur le lien entre le virtuel et le réel. Donc aujourd'hui, j'ai cette impression que pas mal de jeunes sont beaucoup moins dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand il y a un moment creux, par exemple, en dehors des loisirs, quand il y a un moment creux, ils plongent dans le virtuel. Ils sont forcément sur leur tablette, comme les adultes d'ailleurs. Et les moments donc, qui seraient des moments qui étaient avant, c'est vrai, excusez-moi, mais des moments quelque part où on doit improviser sur le temps vide, eh bien, on improvisait quelque chose qui est de l'ordre du relationnel direct avec un voisin quand on est assis dans un bus, où on doit s'occuper à faire quelque chose. Et donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce creux qui n'existe plus, aussi bien chez les adultes que chez les ados ou les enfants, le creux qui permettait peut-être de remettre à zéro, vous voyez, de se dire tiens merde, qu'est-ce que je vais faire, et d'improviser quelque chose. Et là on improvise dans le virtuel, mais on n'improvise pas vraiment parce que finalement on consomme d'un nouveau bazar, finalement qu'on connaît déjà, alors que peut-être qu'avant on devait quand même improviser quelque chose, oser parler à son voisin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est intéressant parce qu'on peut parler tout simplement d'ennui et on sait que l'ennui c'est très important pour le développement des capacités imaginatives et créatives et souvent aujourd'hui on va se servir aussi des outils technologiques comme moyen pour pallier l'ennui, sauf qu'en fait on se rend compte qu'on peut très bien s'ennuyer aussi sur des outils technologiques, mais prenons le cas d'une tablette ou d'un smartphone, il y a tellement d'activités qu'on peut faire dessus qu'on a toujours l'impression qu'on va pouvoir faire quelque chose. Avec un smartphone vous pouvez jouer aux jeux vidéo, regarder une série, aller sur les réseaux, passer un coup de téléphone, écrire des messages, aller sur internet, etc. Et donc en fait il y en a certains qui vont se servir de ces outils comme moyen de pallier l'ennui et du coup par sorte de peur de ne rien faire.
Mais ça, on le retrouve, comme vous le dites, aussi très bien chez les adultes. La société aujourd'hui nous pousse vraiment à culpabiliser quand on ne fait rien. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver finalement dans toutes les générations. C'est important de pouvoir faire attention à ça et de bien comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on réfléchit en avance à qu'est-ce qu'on va faire de son temps d'écran, eh ben, on évite ce moment où on y va parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce qu'en avance, on sait déjà qu'au moment où je vais prendre l'écran à tel moment, eh ben, ça va être pour faire telle activité. Et pas une autre. Et ça, c'est un truc aussi, souvent, je retrouve ça avec les jeunes. Vous avez déjà vu ces émissions à la télé ou ces reportages où on a un journaliste qui demande aux enfants qu'est-ce que ça serait si on n'avait plus d'écran ou si on n'avait plus d'internet, et là tous les enfants disent ah ça serait la fin du monde, l'apocalypse et tout ça, et là le journaliste qui reprend le micro et qui dit oui les écrans, ce fléau qui vont changer le monde et tout ça. Et en fait moi je fais souvent le test avec les jeunes, donc je leur pose la question quand je vais en intervention en classe, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait plus d'écran, s'il n'y avait plus d'internet. Alors première réaction, ça serait la fin du monde, l'apocalypse, mais sauf que quand je leur dis non mais vraiment qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qu'on ferait, et ben là ils arrivent à réfléchir et à dire ouais on pourrait aller faire la cuisine avec notre sœur et nos parents, on pourrait lancer un jeu de société, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et donc en fait prendre le temps de réfléchir aussi à quelle activité faire en avance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait souvent c'est qu'il faut vraiment pouvoir accompagner le jeune dans la découverte de toutes ces activités et donc lui proposer aussi en avance mais qu'est-ce que tu pourras faire après ou qu'est-ce que tu pourras faire à la place avec des activités qui lui plaisent sont vraiment essentielles. Une fois, j'avais une maman qui venait me voir et qui vient en thérapie avec son fils en disant voilà, il est tout le temps sur les écrans, il fait que ça et j'arrive pas à l'en décrocher. Alors c'était très marrant parce que d'ailleurs les deux parents, eux, étaient tout le temps sur les écrans aussi. Ils faisaient que ça de leur journée, donc le fils faisait la même chose. Et donc à un moment, je lui dis mais est-ce que vous proposez des activités autres que ça? C'était un jeune de 11 ans et elle me dit la semaine dernière, je lui ai proposé qu'on allait faire l'exposition Rodin, et ben il n'a pas voulu. En même temps, oui, c'est compliqué pour un jeune de faire l'exposition Rodin parce que lui, il trouvait ça chiant, donc il préférait être sur son téléphone. Mais s'il y avait eu une activité plus plaisante qui lui a été proposée, peut-être qu'il en aurait fait autre chose. Et il y a un autre point que ça soulève, je trouve, votre remarque, c'est aussi il y a une étude sociologique qui était sortie il y a pas mal d'années qui traçait un cercle autour des maisons et en fait le diamètre du cercle représentait la distance parcourue par les jeunes en dehors de la maison. On se rendait compte que dans les années 50, à l'époque de la guerre des boutons, le cercle il faisait 10 km, les jeunes ils prenaient leur vélo, ils se barraient, on savait pas où ils allaient, ils revenaient à une certaine heure le soir. Et en fait plus le temps passe et plus les générations s'enchaînent et plus le cercle est réduit. Et aujourd'hui on se rend compte que le cercle il fait la taille des maisons. Et en fait ça vient pas uniquement des jeunes, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de parents qui supporteraient que leurs enfants se barrent avec un vélo à plus de 20 km sans savoir où est-ce qu'il est. Et en fait, on se rend compte que chez certaines familles, des fois, l'écran, il va aussi jouer ce côté intéressant de au moins je sais où il est. Au moins, il sort pas de la maison et il est sous mes yeux et ça me rassure. Et il y a des fois des jeunes qui vont, en fait, finalement, parce que les jeunes ont toujours ce besoin-là d'être avec leurs potes et de s'isoler un petit peu et de fuir un petit peu le domicile. Et en fait, quand on doit rester à table ou rester à la maison, finalement, les écrans, ça va être le lieu qu'on investit pour pouvoir justement fuir un petit peu ce côté-là de la maison ou autre, aller ailleurs finalement, mais en restant ici. Et donc ça aussi, c'est important de se rendre compte que c'est aussi quelque chose qui a finalement un peu changé aujourd'hui avec le fait que vu qu'il y a moins de sorties qui sont proposées, on va investir de nouveaux mondes pour pouvoir finalement interagir avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites on se coupe de plus en plus du réel pour aller dans le virtuel. Je suis pas forcément d'accord parce que par contre, quand on va sur Fortnite pour retrouver ses copains, finalement c'est ses copains qu'on cherche, c'est pas le jeu en lui-même. Si on va sur les réseaux pour aller discuter avec les autres, c'est pareil, c'est plutôt les autres qui nous intéressent. Quand on fuit vraiment quelque chose du réel pour s'enfermer dans quelque chose qui est offert par le numérique, c'est ce qu'on va retrouver chez les fameux joueurs pathologiques dont je parlais tout à l'heure et tout ça, et finalement ce qui est quand même un nombre assez petit de tout ça. Généralement en fait ce qui va être le plus cherché c'est quand même des interactions finalement réelles, des interactions avec les proches à travers en fait ces univers numériques. Mais du coup en fait ce qui est important c'est de faire en sorte, évidemment un ado s'il avait le choix il passerait sa journée avec ses copains, mais le but c'est qu'il puisse aussi faire d'autres activités qui sont importantes pour lui, qui sont épanouissantes et tout ça, et pouvoir du coup encore une fois poser un cadre et faire en sorte que
on se serve pas de l'écran à chaque temps mort. Et ça, c'est compliqué, hein, parce qu'encore une fois, comme je le dis, c'est des fois plus dur pour les adultes que pour les jeunes. Avec certains jeunes pour lesquels c'est compliqué de respecter les règles, de respecter le cadre et tout ça, je conseille des fois aux parents, je leur dis, bah écoutez, essayez d'institutionnaliser la règle. Ça veut dire, si par exemple on dit avec les ados, eh ben, à partir de 21h, on arrête les écrans, eh ben, les adultes aussi arrêtent les écrans à 21h. Ça veut dire, on met un saladier sur la table et tout le monde pose son smartphone et on le récupérera demain matin. Et ben ça, en fait, ce qui est très marrant, c'est que c'est toujours pour les parents que c'est le plus dur à faire, hein, de suivre cette règle. Et à chaque fois, les parents, ça les rassure quand je leur dis non mais au pire, quand il sera couché, vous le récupérez. Mais voilà, c'est de la triche, quoi. Donc en fait, c'est important aussi de se dire que, encore une fois, nous-mêmes adultes, on doit aussi pouvoir montrer cet exemple, parce qu'un adulte qui va sur l'écran à chaque temps mort, c'est un adulte qui donne aussi cet exemple-là aux jeunes et qui va finalement faire comme ses parents. Et donc c'est vraiment important à n'importe quel âge, parce que je parlais des tout petits avec leur côté imitatif, mais avec les plus grands, c'est pareil. Je veux dire, quand vous avez un ado à qui on dit à table, tu écris pas de texto pendant qu'on est en repas, donc c'est une règle quand même assez normale, bah, il va trouver ça injuste si par contre ses parents, quand ses propres parents les appellent, se lèvent de table pour décrocher le téléphone. Le but, c'est que s'il y a une règle qui est là, bah, l'institutionnaliser, ça peut être pas mal aussi. Donc vraiment, c'est tout un travail à faire, en effet, au niveau aussi de l'exemple que les adultes donnent finalement. Ouais.